bonsoir les amis, bonsoir chers collègues. Je suis vraiment très heureux de cette conférence internationale qui se déroule sous d'excellents auspices avec de très bonnes interventions. Et je suis heureux de saluer les amis que je connais. Donc, Viacheslav, je me permets en particulier de vous souhaiter le bonsoir de Paris. Sur ce sujet du sport comme terrain de la guerre idéologique, là aussi, je voudrais me permettre de paraphraser Clausewitz en disant que là encore, parce que c'est une guerre totale qui est livrée à la Russie, là encore, le sport, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Autrement dit, nos adversaires utiliseront tous les terrains sur lesquels se battre, tous les terrains sur lesquels vous affaiblir, tous les terrains sur lesquels vous empêcher d'exister tout simplement. Je voudrais, pour commencer ce bref exposé qui clôturera notre conférence, je voudrais citer le sociologue français Pascal Boniface, qui est l'auteur d'un ouvrage assez connu en France sur la géopolitique du sport, un ouvrage qui a fait quelques bruits lorsqu'il est sorti, et qui démontre bien ce caractère profondément politique du sport dans lequel donc, nous baignons aujourd'hui. Il est bien évident que nous sommes, comme le rappelait Olivier Rouault tout à l'heure, donc nous sommes très loin de l'esprit du baron Pierre de Coubertin et que nous sommes désormais entrés dans le domaine de la politisation à outrance de tous les domaines de combat possibles, et le sport en est un comme les autres. Et donc, Pascal Boniface, dans son intervention, dans ce livre, fait état d'une phrase du célèbre écrivain français André Malraux, en le citant, en disant qu'il avait tort de soutenir que l'idée que le XXIe siècle sera religieux avant tout. Et donc, Pascal Boniface est convaincu que ce XXIe siècle ne sera pas religieux, mais sportif. Et certes, le sport a pris une dimension démesurée dans l'époque moderne, largement amplifiée par les médias de masse, mais cette adulation pour le sport et pour ses héros constitue en fait une forme de religiosité, certes dévoyée, mais il s'agit d'une religiosité de nature païenne, ainsi que Olivier Rouault le rappelait tout à l'heure, et nous sommes pourtant bien dans le domaine du religieux, en ce sens que le sport rassemble, relie entre eux des millions, voire des milliards de fidèles, pour des sports comme le football par exemple, et à ce titre, ce sport et ces grandes messes qui l'accompagnent, championnats du monde, Jeux olympiques, constituent des enjeux de pouvoir, des enjeux d'influence qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est la raison pour laquelle le système, avec un grand S, donc le système, c'est véritablement donc l'oligarchie mondiale qui tient les rênes dans nos sociétés, c'est la raison pour laquelle ce système a placé ses pions au sein des organismes de contrôle du monde sportif, de la même façon qu'il les a placés dans les institutions internationales ou les institutions sociales, quelles qu'elles soient. Dès qu'il y a des postes de commandement susceptibles d'influer sur la vie des peuples, le système place ses pions de manière à orienter la guerre dans le sens où il l'entend. Et donc, que ce soit dans ces fédérations internationales et jusqu'au comité olympique international, il ne faut pas s'étonner alors que périodiquement la Russie soit attaquée sur de prétendues affaires de dopage ou sanctionnée par l'interdiction, par exemple, pour ces sportifs d'arborer le drapeau de leur pays et d'entendre leur hymne national, comme le rappelait Raphaël Leclerc tout à l'heure. Donc là encore, dans le domaine sportif, comme dans le domaine politique, la Russie subit les assauts de l'Occident et reste, hélas, sur un terrain défensif sans jamais prendre d'initiative. Et la raison en est simple. La Russie est sous le coup de cette guerre totale dans laquelle aucun domaine n'échappe au conflit. L'agression sera bien sûr de nature militaire, mais elle sera aussi économique, comme les sanctions internationales, le gel des avoirs. Elle sera aussi de nature financière, donc avec des menaces qui pourront aujourd'hui ou peut-être demain se révéler dans le cadre de la crise ukrainienne aujourd'hui, des menaces sur le système SWIFT. Elle est également une guerre de nature culturelle, donc avec les investissements idéologiques du monde universitaire et académique. Elle sera également de nature religieuse. Il n'est que voir ce qui s'est passé voilà quelques années en Ukraine, où le patriarcat de Kiev a été manipulé par les anglo-saxons pour créer un schisme dans l'Église orthodoxe. Et bien sûr, l'agression touchera aussi le monde du sport. Et ce n'est pas parce que la Russie a fait appel lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 à une société britannique pour assurer la sécurité des Jeux olympiques que l'ennemi sera pour autant amadoué et acceptera la Russie comme un partenaire à part entière. Pour faire court,
La Russie sera considérée comme un pays démocratique et digne d'éloge lorsqu'elle aura institutionnalisé le mariage homosexuel et autorisé la Gay Pride à défiler sur la place rouge. Chers amis, mon intervention sera brève parce que nous avons déjà donc de longues heures d'échange depuis tout à l'heure et elle visera essentiellement à poser des questions et à ouvrir des pistes de réflexion pour sortir de cette domination anglo-saxonne qui, dans le domaine du sport, là aussi, a montré sa force et sa capacité de nuisance. Et les questions que je voudrais évoquer avec vous sont les suivantes. Pourquoi la Russie ne remet pas en question les modes de désignation et de contrôle des organismes internationaux contrôlant le sport mondial? Cette question vaut aussi, bien évidemment, pour le contrôle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Deuxième question, pourquoi est-elle toujours, cette Russie, pourquoi est-elle toujours sur un mode défensif, y compris dans le domaine sportif, en se contentant de nier les accusations dont elle est l'objet? Quand on regarde de manière objective le monde du sport qui est gangréné, qui est pourri par le monde de la finance depuis des décennies, on est bien obligé de constater que les phénomènes de dopage touchent tous les pays, y compris les pays anglo-saxons. Il n'est que de voir la constitution physique des joueuses de tennis américaines, par exemple, pour ne pas imaginer que là encore, le dopage et donc l'argent qui est derrière a frappé. Pourquoi, ce sera la troisième question, pourquoi la Russie ne s'appuie-t-elle pas sur les dizaines de pays dans le monde qui n'aspirent qu'à sortir de cette domination anglo-saxonne, que ce soit en Afrique, que ce soit au Maghreb, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud? Je crois qu'une immense majorité de pays dans le monde aspirent à sortir de cette oppression. Quatrième idée, quatrième question, ou réflexion plutôt, et c'est, je crois, la plus importante. La Russie n'est-elle pas contrainte de rester dans une attitude défensive permanente, car en fait, elle n'a pas fini d'élaborer les fondamentaux de l'alternative idéologique pour contrer le système? L'énonciation d'un conservatisme libéral, modéré, associé à la défense et au respect du droit international, ne sont pas des armes suffisantes pour faire la guerre contre un ennemi mortel. Tant que la Russie n'aura pas d'autre discours que ceux que l'Occident anglo-saxon lui a imposés dans les années 1990, en lieu et place de l'idéologie soviétique, elle sera désarmée ou en tout cas en situation de grave faiblesse pour résister aux assauts de toute nature qu'elle subira. Je le disais en introduction, donc la guerre culturelle pour le sport est également donc la continuation de la politique par d'autres moyens et encore une fois, tous les aspects de la vie, tous les aspects de la vie sociale, de la vie humaine seront touchés par la volonté des anglo-saxons de faire tomber le monde russe et au-delà, donc de faire tomber le dernier îlot de liberté qui subsiste sur ce continent. Et le monde du sport est étroitement associé à une forme de culture universelle dans laquelle le monde russe n'a pas encore démontré son excellence. Bien sûr, pas dans les exploits sportifs. La Russie est connue pour la grande qualité de les exploits de ses athlètes dans beaucoup de domaines, mais elle n'a pas prouvé son excellence dans la compréhension de ce qu'était devenu le sport comme arme de destruction massive destinée à son éradication. Et il est temps, là aussi, que dans ce domaine, la Russie invente des armes hypersoniques, qu'elle invente des radars de brouillage idéologique et des torpilles sous-marines de nouvelle génération afin de faire face à cette engeance qui menace l'avenir de l'humanité. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais donc vous dire en conclusion de ces deux conférences qui, de mon point de vue, ont été particulièrement enrichissantes et que j'espère que nous aurons le plaisir de renouveler bientôt. Je voudrais donc remercier nos amis russes qui ont également participé largement à ces échanges. Je voudrais remercier également nos amis d'Égypte, d'Arménie et d'autres pays encore que j'oublie qui ont participé également de manière tout à fait satisfaisante à ces entretiens. Nous les renouvellerons sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets de discussion. Ces communications, ces conférences seront mises en ligne sur le site internet de notre institut que je vous livre. Il s'agit donc du site internet que vous pouvez trouver sous l'appellation institut1717.org. institut1717.org.
Donc voilà ce que nous pouvions dire pour cette conférence. Je crois que c'était véritablement donc une belle réussite. Encore une fois, merci à tous d'y avoir participé. Merci à chacun pour les efforts qu'il a fait. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, donc toujours à travers ces conférences Zoom et pourquoi pas également à Moscou ou à Paris pour refaire ces conférences dans un cadre plus convivial et en direct. En tout cas, merci à tous encore une fois et j'espère à très bientôt.